Bonjour, bonjour Damien, bonjour Kevin, bonjour Corinne, Oui, Bonjour bonjour. à tous. bonjour Florent, Bonjour. bonjour Leïla, bonjour à tous. Je vais laisser le temps à tout le monde de se connecter. Parfait. Est-ce que vous voyez, on s'interrogeait avec Sylvain, parce que des fois la connexion, on ne sait pas, sous les coups de 17 heures, disparaît. Est-ce que vous voyez tout ce qui se projette? Oui. Non. Oui. Ok. Ah, il y a du Oui, oui, il y a non. du non. Oui, non. Ok. Normalement, ça devrait être en cours de. Parfait. Bienvenue à tous. Merci d'être présents. On vous sollicite en fin de journée après une grosse journée. On va vous remettre encore d'autres informations. Mais voilà, l'idée, c'est avec plaisir qu'on voulait se retrouver avec Sylvain sur ce webinaire pour vous parler d'un sujet, oui, qui paraît, quand je dis large et puis très accessible, le sujet du e-learning, un e-learning réussi. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, et puis en attendant aussi que chacun puisse nous rejoindre, première question, parce que là, on est sur un webinaire FG Learning. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'FG Learning et de sa Digital Learning Factory? Non. Non, pas du tout. Non, non. Non. Bon, bah, c'est totale découverte. OK. Bah, Pas ça tombe complètement bien. pour moi, mais moi, j'ai déjà Ah, suivi, oui, ouais, j'ai déjà participé à une formation, donc sur justement la gestion de l'animation et la gestion de projet formation. Donc, d'accord. voilà. Donc, pas totalement grande découverte, mais peut-être Voilà. sur la partie des Digital Learning Factory et notamment Sylvain, peut-être ces nouvelles rencontres, puisque Sylvain est notre directeur Digital Learning de First Group et qui il gère la ruche, le nom qu'on a donné à nos abeilles de la Digital Learning Factory. Alors, FG Learning, c'est quoi? C'est qui? Pour ceux qui nous découvrent, on existe déjà depuis plus de 12 ans. On est un organisme de développement des compétences dans des domaines stratégiques qui vont des soft skills à la négociation, au management, la vente, l'ingénierie pédagogique. Et notamment avec, forcément, ça a évolué en fonction de l'écosystème de chacun. Il y a eu beaucoup de demandes de nos clients pour mettre en place et réaliser des solutions formation, quand je dis solutions aussi formation, e-learning, engageant, créative et qui est adapté aussi à votre culture d'entreprise, au service aussi de vos projets et de la montée en compétences de vos équipes. C'est pourquoi la DLF, Sylvain, tu me coupes, maintenant ça va faire 2 ans qu'elle existe. Oui, DLF, donc on a une Digital Learning Factory dédiée avec des équipes qui vont du concepteur au graphiste, au chef de projet. intégrateur. Voilà, intégrateur. Jean, tu es plus expert que je ne le suis et on l'abordera notamment une partie sur les compétences. Donc, on a lancé il y a maintenant 3 ans ces rendez-vous pédagogiques qu'on appelait un webinaire, mais nous, on préfère les appeler les rendez-vous pédagogiques puisque l'idée, que ce soit pas que du descendant, qu'on soit aussi dans l'interaction et parfois rendre, pour certains qui ont été peut-être déjà inscrits à des webinaires, c'est un par mois sur des sujets assez variés autour de la formation et de vous partager. L'idée, c'était de vous faire découvrir, de vous partager, échanger des retours d'expérience, des clés, méthodes qui ont été mises en place par nos équipes pour mieux vous accompagner dans vos enjeux organisationnels, métiers ou de transformation, notamment transformation digitale. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous parler du e-learning. Bon, depuis le Covid, il y a eu clairement une accélération de cette modalité, mais il est important de revenir aussi aux bases et de rappeler les bases, d'appréhender toutes les étapes indispensables, les compétences pour un e-learning réussi. Et Sylvain, tu nous dédieras aussi également un moment sur les do et les don't. Oui. Mais comment, c'est ça la grande question, comment on s'y prend? C'est plus facile à dire qu'à faire. Faire. Donc, Tout à fait. Sylvain, moi, je suis moins experte sur le sujet, donc je te Tout à fait. passe le flambeau. Sylvain, comme je Très le bien. disais, tu es directeur de la Digital Learning Factory. Et donc, dans ton quotidien, tu accompagnes et réalises avec tes équipes des modules e-learning de différentes sortes.
exactement, et du sur-mesure pour nos clients, et en co-conception ou co-construction avec nos clients. Est-ce que tout le monde voit l'écran ou est-ce qu'il y a encore des écrans noirs? Non, tout va bien. Tout Tout va est bien, bon. merveilleux. Donc, je vais démarrer, en démarrant. Est-ce que voilà. Avant de rentrer, on va travailler plus particulièrement, en tout cas dans ce webinaire, autour du scénario et de la construction d'un scénario et l'impact que peut avoir un scénario sur le module e-learning. Donc, avant d'arriver dans le scénario, je vais faire un peu effet entonnoir et je vais reprendre les bases de qu'est-ce qu'un e-learning. Et pour moi, un module e-learning, c'est un module d'auto-formation digitale en ligne asynchrone. Donc pour moi, auto-formation, ça veut dire je suis seul devant mon écran. On est bien sur du digital en ligne. Pour avoir le digital en ligne, il faut avoir le matériel, le réseau, la connexion. Et l'asynchrone, avoir le temps et la disponibilité. Si je parle de ça, c'est que de toute façon, l'écriture d'un scénario va être contraint par l'ensemble, je dirais, des besoins en formation, mais aussi contraint par de l'informatique, contraint par des accès, contraint par des envies de suivre la formation. Donc tout ça va rentrer en jeu à l'intérieur de l'écriture d'un scénario. C'est pour ça que je me permets de revenir sur, je dirais, un contexte plus large. Nu. Et puis je vais essayer de parler moins vite. N'hésitez pas à me ralentir ou à me poser des questions si je vais trop vite. Donc, par rapport au type de module e-learning qu'on va pouvoir choisir, il y a plein d'enjeux qui vont se positionner, de situations. Et la première, ça peut être l'urgence du module, qui va aussi impacter le type de production, le type de conception qu'on peut faire, mais aussi le budget, bien entendu, c'est un grand classique. Est-ce que si j'ai petit budget ou gros budget, ben, je ne vais pas faire le même type de module et même la même durée de module. Est-ce que le module est stratégique? Qu'est-ce qu'il est plutôt jetable? Donc pareil, ça va impacter sur le type de module qu'on va écrire et réaliser, le nombre d'apprenants qui est lié avec le budget. Si on a un petit budget, un petit nombre d'apprenants, à la rigueur, ça peut fonctionner. Mais si on a un petit nombre d'apprenants et qu'il faut mettre un gros module, ça peut être un peu compliqué par tête d'apprenant. Est-ce que c'est un module de catalogue ou plus particulièrement, est-ce que c'est un module saisonnier? Tout ce type de contraintes vont rentrer dans la production, écriture et je dirais délai de production ensemble, puisqu'il va falloir gérer toutes ces contraintes-là. Donc globalement, les productions autour de l'e-learning peuvent être de différentes modalités. On peut être dans du micro-learning, des modules de 3 à 5 minutes, qui permettent de faire soit de l'ancrage, soit de préparer ou de donner des expériences complémentaires, je dirais, lors d'un parcours. Le mobile learning, que je pense que tout le monde connaît à peu près, qui permet de travailler spécifiquement sur le mobile. Pourquoi il y a une différence? Et c'est souvent des modules qui font entre 2 minutes et 10 minutes. La différence entre micro-learning et mobile learning, ça va être le format. Sur un micro-learning, on peut travailler sur un format écran, donc faciliter à animer et interagir sur l'écran. Sur un mobile learning, la surface est beaucoup plus petite. Donc, en fait, il va falloir gérer des zones de clic ou des facilités de lecture qui ne sont pas les mêmes. Donc, en fait, on n'est pas sur le même type d'écriture et donc pas sur les mêmes enjeux pédagogiques par rapport à ça. On a bien sûr les learning classiques avec plusieurs niveaux si besoin. Le learning game qui est, je dirais, une excroissance du module e-learning qui permet de travailler sur, par exemple, des embranchements, sur des micro-jeux à l'intérieur du module et qui permet de dynamiser un peu plus, je dirais, la pédagogie. Et après, on rentre dans le serious game qui reste pour moi de l'e-learning. Mais là, d'un seul coup, l'enjeu de jeu est un enjeu sur l'ensemble du jeu. C'est-à-dire qu'en gros, on va travailler pas sur des durées courtes à l'intérieur du module par rapport à des embranchements ou à des choix particuliers, mais sur un ensemble. Et on rajoute, en tout cas, ce que je pense dans un serious game, c'est qu'il faut aussi rajouter de l'aléatoire. C'est-à-dire que, par exemple, on a un jeu qui travaille sur une ferme où on doit travailler les assurances sur une ferme, par exemple, que j'ai pu produire pour une banque. L'intérêt, c'était de l'aléatoire et de pouvoir faire que d'un seul coup, la ferme brûle à cause d'un éclair ou que les prairies soient ravagées par de la grêle. Donc, on se retrouve là avec différents niveaux, je dirais, de formation à distance sur lequel voilà, on positionne par rapport au prix, aux enjeux, aux stratégies et par rapport aussi au délai de production.
Là, ce que je vais vous présenter par rapport à la structure de production, au process de production, on est plus sur de l'e-learning assez classique que ce qu'il y a au milieu de nous par rapport à cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à ça? Ou des remarques? Non, Il y a, non. il y a une Excusez. question de Philibert par rapport au type de module que tu évoquais, hein, les différents critères, et notamment la question c'est sur le choix du e-learning saisonnier Oui, ou pour un besoin temporaire. Pourquoi ou comment, en fait, c'est ça, le choix du e-learning oui. saisonnier ou pour un besoin temporaire peut influencer. Ah, tout simplement sur une question de délai de production, de coût. Ça veut dire que si, en fait, un module e-learning, en général, dans ceux que j'ai produits jusqu'à présent, ils ont une durée de vie, une pérennité à peu près 3 ans. Donc en fait, l'investissement se fait bien entendu sur la promotion de l'année, mais se fait aussi sur les nouveaux entrants ou les promotions qui arrivent dans les 2 ans, 3 ans qui arrivent. Donc ça veut dire qu'on peut réduire le coût, en tout cas par unité de personnes qui suivent la formation, heu je dirais qui va bien. Parce qu'on peut avoir 10 000 personnes et en tout, sur 3 ans, ça peut faire 25 000 30 000 personnes sur des gros formats. Quand on est en saisonnier, on va dire que, d'un seul coup, ce module, on ne va pas pouvoir, «l'amortir», si je puis dire, entre guillemets, pédagogiquement et sur la durée. Donc, ben, c'est qu'une question de coût, hein. Si on a les moyens de se faire un beau module pour le jeter au bout de 6 mois, moi, ça me va très bien, mais en général, il faut vraiment réfléchir à ça. Est-ce que, si on le jette au bout de 6 mois, par exemple, si c'est une réglementation qui va évoluer dans 6 mois, est-ce que ça vaut le coup de faire un module un peu sophistiqué, complexe, qui va prendre peut-être 9 semaines de production au lieu de faire un module plus simple, plus rapide, moins cher et qui prendra 4 à 5 semaines de production. C'est ces choix-là, hein, en fait, c'est plus des choix de type de module ou de qualité de module qu'on peut produire. Parce que dans un module de 20 Mm. minutes, on peut avoir, différents prix, du simple au triple, par exemple. Donc là, l'idée, c'était que tu nous contextualises un peu, parce que Oui, e-learning, c'est vrai que c'est très large de pouvoir définir les différents types et formats. En parlant de formats, notamment là, tu t'en as listé quelques-uns, enfin quasiment tous. Encore une question de Philibert. Est-ce que la réalité virtuelle, elle rentre dans un modèle e-learning? alors c'est une modalité, je dirais, qu'on pourrait intégrer comme de la vidéo, on peut intégrer comme du son ou comme, du dessin animé, comme, je dirais tout ce genre de choses ou de l'animation 3D. Tout ça fait partie des modalités qu'on peut engager dans le module e-learning et qui accompagnent la pédagogie ou qui permet de mettre en œuvre la pédagogie. Donc oui, la réalité 3D, peut rentrer dans un module e-learning. La problématique de la 3D, en tout cas avec casque virtuel, c'est, la technologie embarquée. Il faut un ordinateur puissant, il faut des casques, il faut une salle dédiée. Ça peut être jouable, mais, ça fait très longtemps qu'on rêve, je dirais, tous, de pouvoir mettre de la 3D en temps réel dans un module e-learning en ligne et qui tourne, sous Firefox ou sur Chrome. Voilà, ça reste toujours un peu compliqué à mettre en œuvre. Donc en fait, il faut déporter, je dirais, la production en réalité virtuelle sur un poste plutôt fixe quand même par rapport à la puissance de travail, ce genre de choses. C'est plutôt, compliqué de le mettre en ligne. Voilà, je m'arrête Ok. là. Est-ce que vous avez eu la ruche ou même parmi les invités l'occasion d'intégrer de la réalité virtuelle en modalité de e-learning? Non. Oui, oui, je pense que c'est, quelque chose qui est lourd à mettre en œuvre. C'est pour ça que je parlais de budget, Oui, hein. Il faut un voilà, à poste, l'unanimité. si on veut Ok. adresser à 5 000 personnes, il faut, Ouais, 5 000 c'est ça, postes. c'est pas dans le jargon, là, j'ai déjà entendu que c'est pas scalable en fait. Oui, C'est très ça s'adresse à un petit nombre, oui, il faut être à côté du casque, c'est oui, très, oui, ciblé oui. quand même. Tout à fait. C'est très intéressant, par exemple, si on doit aller, former des gens à réparer l'intérieur d'une centrale nucléaire. Voilà. Là, ça marche très bien. Nous, Ou ce perso, genre de choses, hein. on s'en sert pour faire des visites virtuelles de nos différents sites de production à Oui, nos nouveaux embauchés oui, mais oui, c'est ça, en c'est spécifique. onboarding. Ouais, en onboarding, directement dans une salle. C'est ça. Oui, Avec, Mais pas avec un casque, Corinne. si, avec un casque et on fait tourner des petits groupes. On a plusieurs sessions de onboarding par an
Et à chaque fois, on permet, mais nous, on n'utilise pas de la VR vraiment, on utilise le casque immersif, mais Oui, avec de la vidéo 360. c'est ça. D'accord. Oui, ça C'est marche pas aussi. vraiment de la Donc là, VR. oui. Ça marche très bien. Mmh. Oui, mais ça marche très bien aussi. Je dirais qu'après, voilà, c'est en fonction des besoins et des outils. En fait, là, ce qui va nous intéresser dans l'e-learning, c'est vraiment qu'on puisse mettre à disposition d'un grand nombre de personnes sur une carte agrandie type Europe ou France et qu'ils aient accès, je dirais, à tout moment à ces modules-là. Donc, c'est pour ça que, en tout cas, là, pour ce webinaire, on va se recentrer sur l'e-learning en sachant que voilà, tout déborde. De toute façon, c'est du digital, de formation en digital et tout déborde les uns dans les autres. Ça passe d'un bol à l'autre sans souci. Donc, je vais continuer. Donc, par rapport on rentre dans le module e-learning. Pour moi, dans le module e-learning, il y a 3 parties importantes: la scénarisation pédagogique, la production informatique et la réalisation multimédia. On rentre dans des productions informatiques. En fait, dans l'e-learning, il ne faut pas oublier que c'est un module informatique qu'on dépose sur une plateforme informatique qui va être lue par des tablettes informatiques liées à un réseau informatique. On vient tous, presque tous, de services formation, d'ingénierie pédagogique, mais en fait, quand on produit un module e-learning, on produit un support informatique qu'on va mettre à disposition et on produit en faisant du multimédia. Donc en fait, on se retrouve avec ces contraintes-là qui sont des contraintes fortes dans l'écriture. On est plus à écrire un scénario de film qu'à écrire un déroulé pédagogique pour une formation présentielle. Donc en fait, il faut prendre en compte ces 3 parties-là et pour moi, dans la réalisation module e-learning, on a bien 3 parties. Alors je fais les 3 tiers: production, réalisation, scénarisation ou intégration informatique. Pour cela, on a mis un process en place à la ruche qui fonctionne par rapport au projet qu'on met en œuvre avec, je vous le déroule rapidement, une réunion de cadrage au départ pour bien positionner l'ensemble du projet et de bien cadrer le contenu, les délais, le type de module, les experts qui vont intervenir, le planning, tout ce genre de choses qui est mis en place. Derrière, on va avoir une phase ou une étape de conception avec une captation de savoir, un synopsis et une scénarisation. On va revenir à la suite dessus, donc je ne m'attarde pas trop. En parallèle, bien entendu, les modules e-learning, on est bien sur un module qu'on met sur un écran. Et cet écran, on est tous habitués à avoir des téléphones ou des ordis ou des télés avec de plus en plus, je dirais, des interfaces et un travail graphique très poussé dans les outils qu'on utilise ou même dans les publicités ou ce genre de choses. Donc, on est habitué à avoir une qualité graphique qui nous aide à lire et à rentrer dans le sujet. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est pour ça qu'on a toute une partie direction artistique qui permet de faire l'interface, mais aussi, bien entendu, tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur de la scène, tout ce qui est à l'intérieur de l'écran, comment on positionne, comment on met en page, quel type de personnage, quel type de graphisme on va mettre en œuvre et tout ça. C'est assez important, c'est complémentaire, mais ça reste important. Dans notre process, bien sûr, comme on livre à nos clients des modules e-learning au bout de quelques semaines de travail, s'ils ne fonctionnent pas techniquement, c'est un peu compliqué alors qu'on a tout fait le travail. On fait bien en amont un test technique qui va reprendre les activités essentielles qu'on va avoir dans le module et qu'on met à disposition pour tester sur la plateforme. Comme ça, quand on livrera la version définitive, on sait qu'il n'y aura pas de problème technique, on les aura traités auparavant. Bien entendu, suite à ça, quand le scénario est écrit, validé par tout le monde, on passe en production. Donc, on fait des enregistrements de voix off. On travaille beaucoup avec de la voix off, voire avec des guides vidéo et des créations et thèmes graphiques, parce qu'il faut bien sûr produire tout ce qu'il va y avoir dans les pages. On intègre tout ça, s'il y a besoin de développement informatique, on le fait. Et on intègre tout ça dans un outil qu'on utilise principalement, qui est Storyline. Je ne sais pas si vous connaissez de nom, Articulate Storyline. Non, oui. Oui, oui, oui. En fait, c'est le logiciel auteur qui permet d'intégrer du module e-learning, de pouvoir l'exporter en SCORM et le mettre sur une plateforme. C'est l'équivalent du Word, par exemple, qu'on peut utiliser pour écrire, pour faire des documents écrits. Et ben là, Storyline, voilà, c'est le logiciel qui permet de faire ça. Donc, on fait une intégration à ce niveau-là. Et derrière, bien sûr, une recette client avec les corrections qui vont bien. Donc, on se retrouve avec des productions en parallèle, conception, directeur artistique, test technique. Et derrière, on a une production graphique, en tout cas la réalisation des médias. Et derrière, une intégration, plus une recette et une mise en prod sur la plateforme. Est-ce que vous avez des questions sur ce process global? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà mis en œuvre? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez sous-traité intégralement à une boîte extérieure ou,
Ou est-ce que vous avez déjà eu besoin de valider des scénarios, ce genre de choses? Non? Oui? Si. Enfin, moi, je travaille régulièrement. Enfin, c'est Corinne. Donc, moi, je travaille régulièrement sous format-là avec des prestataires Oui? qui appliquent ce process peu ou prou. Hein. Oui, c'est Les ça. étapes ne se nomment pas tout à fait pareil. C'est pareil, chacun a sa façon. Mais voilà, chacun a son lexique. Mais globalement, les principales étapes sont celles-ci. Voilà. Donc, non, c'est assez conforme à ce qu'on vit, en tout cas, à ce que je vis Parce moi qu'on au peut quotidien. vivre, Voilà. c'est ça. Tout en sachant que nous, on est en train d'intégrer, alors juste pour info, mais justement à la réponse précédente, enfin la question précédente qui était de se dire quelle est l'urgence et quel est le budget, on est en train de développer une unité d'intégration en interne en collaboration avec les experts métiers Oui, pour justement répondre aux besoins d'urgence à petit budget. oui. Pour développer donc et puis qui répond aussi à la question du nombre, si c'est effectivement un grand nombre et auquel cas on va aller chercher un module un peu plus chiadé en passant par un prestataire, ou sinon si c'est pour répondre à une urgence technique sur Oui. l'utilisation d'un outil ou pour la mise en place d'un nouveau processus. Chez nous on travaille dans l'industrie, donc un processus industriel, Oui. on s'appuie sur les métiers et on travaille avec eux pour développer et on intègre pour eux Oui, dans avec Articulate, l'outil avec Articulate, Ventorian. c'est ça, Historian ou Rise peut-être que vous utilisez aussi? Alors Rise, on n'a pas le droit pour des raisons de sécurité, mais ce Ah, serait meilleur. Ouais. Mais d'accord, par contre, on utilise tout ce qui est cloud, on n'a pas le droit d'utiliser. Mais par d'accord, contre, on a l'outil auteur c'est en ça. client lourd sur nos PC et on travaille Mmh. avec. Donc je vais revenir très rapidement sur, les compétences qu'il faut intégrer autour, hein. Bien sûr, on va se retrouver avec des compétences, différentes, hein. On n'est plus dans le service formation où je dirais quelque part l'animateur, concepteur, expert pouvait faire son PowerPoint un peu tout seul. En travaillant même avec, les post-it, sur le tableau. Bon, après, il pouvait gérer un peu tout seul. On arrive sur des productions un peu industrielles quand même, hein. Ça prend un peu de temps. Il faut bien sûr un concepteur qui sache écrire et qui sache écrire du multimédia. Derrière, une voix off, il faut trouver de préférence un acteur, donc il faut avoir soit un réseau, soit le faire en interne, mais ça demande quand même, d'écrire la voix off et de l'enregistrer. Des items graphiques, on peut rajouter, un expert qu'on va filmer. Donc tout ça demande, je dirais, des compétences complémentaires qui n'étaient pas forcément intégrées dans le service formation et qu'on peut chercher à l'extérieur ou qu'on peut internaliser. Après, ça dépend des volumes de production qu'il y a à faire. Et bien sûr, l'intégration informatique, ça demande un peu, je dirais, de maturité technique et d'aimer ça pour pouvoir le faire. Donc en fait, on se retrouve avec des compétences, un peu transverses, un peu différentes, par rapport à ce qu'on pouvait faire naturellement dans le service formation. Nous, on a coupé en tranches, hein, pour que la production se passe plus facilement. On a un chef de projet conception, un chef de projet production, on a un graphiste et après chacun gère sa partie en sachant qu'ils sont tous plus ou moins, celui qui fait la production, c'est écrire et celui qui sait concevoir, c'est aussi produire. Mais, on divise pour que globalement la production soit de qualité, heu, par rapport au scénario. Mais je viens à la suite, on va passer sur comment parce que c'est le cœur, de notre, webinaire, c'est, travailler sur le scénario et comment faire qu'un scénario fasse que le module soit impactant et soit intéressant et je dirais que le plus grand nombre le suive. Parce que c'est ça qui nous intéresse tous, c'est qu'à la fin sur le LMS, il y a un grand nombre de personnes qui l'ont suivi et jusqu'au bout et de préférence, ce n'est qu'une belle note. Donc, comme on l'a vu, on a dans la première partie de la conception, une partie captation de savoir. Donc je vais revenir dessus. Suite à cette captation de savoir, on va faire un synopsis que le concepteur pédagogique va faire et derrière, il va falloir qu'il y ait une validation. Je vais rentrer plus dans le détail à la suite qu'on aura mis l'ensemble et suite à ça, je vais avoir un storyboard, hein, storyboard comme au cinéma, c'est-à-dire avec une précision très détaillée de tout ce qui va se passer à l'écran, de quelle voix ça va être mise en route, à quel moment de la voix les choses apparaissent, si on clique, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on a un menu? Le menu, comment il fonctionne? On a vraiment une conception assez dense sur l'ensemble et derrière avec une validation. Donc si je reprends au début, par rapport à la captation de savoir, on peut difficilement, lancer la captation de savoir, en tout cas, pour le concepteur qui va travailler avec l'expert ou les experts ou le groupe mis à disposition par rapport à l'expertise à traiter, sans mettre en place, je dirais, ce qu'on a fait auparavant au cadrage, de bien définir la cible, de bien définir la durée du module, de bien définir les objectifs du module, soit même des objectifs de formation dans un parcours, et donc qui va être décliné sur l'objectif pédagogique de ce module-là. Le type d'e-learning, comme on a vu auparavant, est-ce que c'est un petit e-learning simple à fabriquer ou au contraire,
on veut qu'il y ait des exercices complexes à l'intérieur et donc c'est une écriture qui n'est pas tout à fait la même. Le budget qui va contraindre le type d'écriture et le type de production et bien entendu les contraintes informatiques. C'est pour ça que nous faisons des tests auparavant. Par exemple, on aurait envie et on avait prévu de mettre la vidéo de l'expert en plein écran ou une vidéo technique qu'on aura tournée dans un atelier en plein écran parce que maintenant ça se fait. Si par aventure, au fin fond de la Bresse, de Bourg-en-Bresse, ceux qui vont le recevoir sont toujours en filaire et qui ne sont pas en haut débit, la vidéo plein écran, ça passe pas. Donc globalement, c'est bien qu'on le sache assez vite, parce que d'un seul coup, ce qu'on avait prévu de mettre en plein écran, on va le mettre en quart d'écran pour garder de la qualité. Et le quart d'écran veut dire qu'il faut remplir quand même l'écran. Donc au final, il va falloir qu'on réécrive le scénario. Donc on a bien toutes ces problématiques qu'il faut vraiment intégrer dès le départ, avant même de faire la captation de savoir qui nous permet d'écrire le synopsis puis le storyboard, pour pouvoir discuter avec les experts et s'assurer que ce qu'on va leur proposer ou ce qu'on veut faire avec eux fonctionne. On sait qu'on a un module qui va faire 15 minutes, on va retravailler la matière pour 15 minutes et pas pour 45. On a des vraies habitudes avec les experts qui aiment bien leur métier, qui connaissent leur métier, et ce qu'il faut réussir à faire, c'est les faire venir au module, et plutôt que nous allons aller à eux. C'est toujours assez, c'est vraiment accoucher les experts par rapport à un cadre. On veut un bébé petit, pas trop gros, musclé, voilà. Donc on a vraiment ce questionnement et ce travail à faire qui va se calibrer à l'intérieur du cadrage que l'on a fait auparavant, cible, durée, objectif, type d'e-learning, budget, contraintes informatiques. Cette captation de savoir, il va nous remonter, eux, toutes les informations qu'on peut avoir et donc pendant, je dirais, ces quelques heures qu'on travaille avec, c'est bien comprendre, je dirais, alors j'ai mis bien comprendre le sujet, mais aussi il faut avoir accès à toutes les connaissances qui sont mises à disposition. Donc, c'est très intéressant de faire cette captation de savoir, c'est que quand on commence à dérouler avec eux à peu près tout ce qu'on va expliquer, on se rend compte assez rapidement, je dirais, ou assez souvent, ou de temps en temps, qu'il y a des trous dans la raquette. C'est-à-dire qu'en gros, par rapport à tout ce qu'ils veulent nous proposer comme contenu, eh ben, il nous en manque une partie. On va aussi faire pendant cette captation de savoir un peu de structuration de contenu avec eux. S'ils l'ont déjà fait, tant mieux. Mais il faut quand même aussi que cette structuration qu'ils ont faite rentre dans l'approche pédagogique qu'on veut mettre en œuvre et le type de module qu'on veut construire. Bien sûr, on en profite pour reformuler et, euh, et bien entendu, on continue, on recentre l'expert, en tout cas ce que nous explique l'expert par rapport à notre besoin réel du module. Il faut éviter de laisser parler l'expert pendant 2 heures et puis au final, on se retrouve avec des informations très parcellaires et pas forcément intégrées à ce qu'on veut mettre en œuvre. Est-ce que vous pratiquez des captations de savoir ou est-ce que vous récupérez des documents comme ça un peu bruts pour pouvoir faire après vos conceptions ou est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec les experts et de les aider à produire, je dirais, des contenus qui permettent de faire des modules e-learning? Comment vous procédez? Est-ce que vous avez déjà procédé à ce genre de choses? Alors moi, je suis en plein dedans, mais c'est vraiment, j'utilise un outil qui s'appelle Easy Generator. Oui, Et là, on parle de formation sécurité, donc assez finalement, normée. oui, Hem et donc cette partie-là m'intéresse parce qu'effectivement, pour l'instant, moi, je me base sur ce qui est déjà existant, sur les PowerPoint existants oui, des experts, oui. de la façon dont eux, ils dispensent en fait ce contenu aujourd'hui en face à face. Et l'idée, Mmh. en fait, c'est de digitaliser. Donc du coup, ouais, je suis assez, intéressée par les questions sur, cette partie-là pour éviter, enfin, peut-être que j'ai déjà mal fait, mais Non, mais en fait, il y a pas de recette miracle, hein. La seule chose qu'il faut se dire, c'est que si on part d'un expert qui ne fait pas de formation, il faut traiter l'information brute avec lui pour pouvoir, la structurer par rapport à ouais, l'objectif pédagogique. Ça, je dirais que c'est presque «facile» entre guillemets. Il faut quand même l'amener jusqu'à nous, hein, parce que sinon il est dans ses sphères d'expertise. Quand on est sur un expert qui fait de la formation, là, il va falloir qu'on travaille sur un deuxième niveau. Quand je suis en présentiel, pour moi, j'ai 30 à l'écrit au tableau et 70 dans l'animateur. oui. Et c'est l'animateur qui va faire le contenu de l'animation et qui va doser ce qu'il connaît en expérience, en expertise, en connaissance. Là, quand on va écrire un module e-learning,
tout doit être dans le module. Donc, il faut aller chercher en dehors du PowerPoint, ça veut dire le PowerPoint qui est un tiers. Si, moi, par exemple, je mets de la voix off qui va faire de l'explication, ben, je vais avoir 20 à 30% des informations dans la voix off et les 70 à l'écran. Donc, en fait, j'inverse les modalités. Et donc, quand je fais cette captation de savoir, il faut aller chercher plus loin que ce qu'il nous donne en disant, voilà, vous avez le PowerPoint, vous vous débrouillez. Là, ça ne va pas suffire. Donc, il faut aller D'accord, donc chercher. votre conseil, c'est de, si jamais le support PowerPoint a été déjà déployé par un formateur expert, Oui, d'avoir une phase d'échange sur qu'est-ce qu'il y a derrière, où est oui. l'importance, etc., Alors, pour ensuite aller sur la phase pédagogique. oui, c'est ça. Parce qu'en fait, globalement, normalement, s'il fait bien son job, vous avez 2 pages de commentaires pour chaque gars. Mm. Et là, vous l'avez, je dirais, le complément. S'il connaît son métier comme moi, sur les dias que je fais là, j'en ai pas. Mm. Les commentaires, je les connais par je sais tout ce qu'il faut dire. Donc, c'est tout ce que je suis en train de raconter là, par exemple, qu'il va falloir aller les chercher directement chez eux. C'est-à-dire, en gros, il va falloir aller chercher tout ce qui est caché. Pour que d'un seul coup, on ait. Parce que quand on va réécrire quelque chose de synthétique dans le module e-learning. Si c'est déjà synthétique, je dirais, je prends le PowerPoint et puis j'appuie sur le bouton, je l'anime. Je ne me pose pas de questions. Si je veux réengager de la pédagogie et puis faire venir une explication d'un peu plus loin que simplement ce qu'il y a sur la diapo, je suis obligé d'aller chercher cette matière pas la comprendre, mais quand même savoir ce qu'il y a derrière pour pouvoir l'utiliser, soit en voix off, soit en préambule, par exemple. Donc, quand on fait cette captation de savoir, pour moi, je vous le dis, c'est les cœurs de la réussite du scénario. Si on loupe, je dirais, des informations qui sont cachées parce qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il fallait les donner, il va venir nous dire: «Mais dans le scénario ici, ça y est pas». Je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas de ça. Mais vous m'en avez pas parlé? Oui, mais voilà. Donc il faut aller, franchement, la captation de savoir est pour moi quelque chose de vraiment, qui permet de mettre en place l'écriture du scénario. Voilà. Et derrière, ce qui va être intéressant, c'est derrière, je dirais que quand je fais une captation de savoir et que j'accouche l'expert, hein, en gros, à travers tout ce qu'on a vu là, la cible, la durée, l'objectif et tout ça, j'ai presque écrit le déroulé du synopsis, en tout cas le sommaire du synopsis avec lui. Et ça permet, je dirais, en fin d'entretien, de dire: «OK, en premier, on traite de ça. En sous-thème, c'est ça, en sous-thème, c'est ça et dedans, ça serait bien qu'on mette ça et qu'on puisse voir ça» et à la rigueur, vous voyez: «Ah mais moi je fais un exercice de ce type-là, OK d'accord, je peux vous proposer un exercice de ce type-là» et commencer déjà à avoir une vue, sur l'ensemble. Alors, je reprends l'image que je prends habituellement avec les nouveaux consultants. Je dis: «Voilà, devant vous, vous avez une expertise qui est une belle expertise, un bonhomme obèse. Donc à partir de là, vous allez le passer dans l'entonnoir et puis vous allez en faire un squelette et donc déjà, on va prendre le squelette et derrière, bah, de ce bonhomme obèse et ben, on va en faire un éphèbe grec qu'on va faire bouger, courir et tout ça. Donc on va lui mettre des muscles, on va éviter et on va lui enlever toute la graisse. Le module e-learning, il est là. En gros, c'est réussir à faire, d'une masse importante d'informations, plus ou moins structurées, heu, quelque chose qu'on a envie de suivre et d'aller jusqu'au bout. Donc voilà, la captation de savoir, très important et je dirais, il ne faut pas avoir peur de questionner, de revenir, de reformuler, de retravailler, de dire: «Mais si j'ai pas compris, qu'est-ce qui se passe là? Mais pourquoi vous m'avez dit ça? Mais si je reprends» voilà, on est vraiment là-dessus. Le synopsis, d'un seul coup, hein, on va travailler en plusieurs étapes avec des validations parce que de toute façon, pour éviter ce que j'appelle moi les boucles d'écriture ou les boucles de production. Donc, si dans le synopsis, on est suffisamment précis dans ce qu'on va produire, d'un seul coup, la validation avec l'expert est simple et derrière, il s'attendra à ce qu'il y aura dans le storyboard. Ce qui est important de mettre en œuvre, déjà maintenant, alors voilà, le synopsis, c'est un format, je dirais Word assez classique, sur 3 à 5 pages en fonction de la complexité ou la longueur du module et qui va donner chapitre, séquence, à l'intérieur de chaque séquence, ben, le titre, les objectifs pédagogiques si on veut les mettre, le type de contenu traité, les types d'activités, d'exercices qu'on pourrait mettre en œuvre, voilà, tout le maximum qu'on peut avoir. Ce qui va être intéressant, je dirais, par rapport à une écriture, de storyboard, puisque je faisais quand même, le lien avec le film, c'est qu'il va falloir, et le lien aussi avec ce qu'on a vu auparavant, il va être seul face à son écran. Donc s'il est seul face à son écran, eh ben, il faut qu'on l'emmène et pour l'emmener, ben, il va falloir qu'on ait soit un fil rouge, soit avoir du storytelling, en tout cas que le scénario donne envie d'avancer.
Donc, il est important d'avoir de commencer à raconter une histoire, même si elle est simple. Un fil rouge peut être un objectif opérationnel concret. Je rentre dans mon bureau, je dois répondre à une commande, comment j'analyse la commande dans la journée, qu'est-ce que je lui envoie. Donc, rester sur quelque chose de concret, mais quelque chose qui me permet d'avancer et qui est lié je dirais, à mon métier. Sur d'autres productions, par exemple bancaires, on peut travailler sur suivre un client dans sa demande de A à Z et voir tout ce qui se passe à l'intérieur de la banque, mais aussi à l'extérieur de la banque par rapport à ce client-là. Donc, on s'approprie l'histoire du client et puis on voit à quel moment j'interagis avec lui. Donc, en fait, il faut réussir à trouver, je dirais, un chemin, un fil rouge à l'intérieur du module et pas simplement positionner les uns derrière les autres des contenus peuvent être pertinents, mais essayer de trouver quelque chose qui permet de faire qu'on avance à l'intérieur de cette histoire et qu'on continue. On va revenir un peu derrière comment on peut traiter ça. Une validation, bien sûr, avec l'expert. Ça peut être aussi, après, ça dépend comment on a mis les groupes de travail en place, avec le chef de projet, le commanditaire. Bon, après, moins il y en a, mieux c'est. Voilà, par rapport au nombre de personnes. Est-ce que vous avez des questions par rapport au synopsis ou est-ce que vous avez des expériences ou quelque chose par rapport à ça? Et est-ce que J'ai vous utilisez ces étapes, synopsis avant de faire storyboard ou vous démarrez directement sur du storyboard en général? La question, c'est est-ce qu'il y a un modèle de synopsis ou pas? Moi, nous avons des modèles de synopsis, oui, sur lesquels on s'appuie. Comme on avait un dossier de cadrage avec, je dirais, toutes des étapes et des demandes précises pour être sûr de rien oublier. Et les synopsis aussi, on a un modèle de document. Comme on industrialise ce document-là, en fait, on récupère ce qu'on a mis dans le synopsis, on récupère certaines données qu'on réintègre après dans le storyboard. Ce qui fait que de toute façon, on a une continuité globale sur la production sans perte d'informations. Et c'est pour ça qu'on le fait par étapes. De faire un synopsis, ça nous permet aussi de s'assurer de ce qu'on va écrire, parce que le storyboard ça va être quand même du temps de travail assez conséquent. Ça évite de refaire une séquence complète parce qu'on n'avait pas validé dans cette séquence ce qu'il y avait comme contenu, ce qu'il y avait comme type d'animation, comme objectif pédagogique. Donc, ça permet de gagner du temps, des délais et d'éviter du travail supplémentaire pour tout le monde, que ce soit pour les valideurs ou comme pour celui qui produit. En Et la, général, c'est la même personne, oui. la différence entre le synopsis et le storyboard, je suis désolée, je pose des questions de débutant, hein, mais Mais c'est pour ça qu'on est là. Il n'y a pas de souci. Eh ben, le synopsis, ça va juste, comme dans un film, ce que vous avez derrière la jaquette du DVD, comme à l'époque, qui va vous expliquer ce qu'on va voir, ou je dirais le menu du DVD-ROM, du DVD, d'accord. où on va voir ce qui se passe à l'intérieur et ce qui va arriver. Ce qui va permettre, je dirais, au concepteur de pouvoir dire, OK, dans cette séquence-là, j'ai ça à traiter, tel contenu, tel type de pédagogie, tel type de modalité à mettre en œuvre, tel type d'exercice à mettre en place. Ce qui fait que d'un seul coup, quand il va récupérer le synopsis, en tout cas, en général, c'est lui qui a fait le synopsis avant de faire la conception, ça permet de s'assurer qu'il a bien toute la matière. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est que déjà, à la captation de savoir, on peut se rendre compte qu'on veut parler de quelque chose, mais on n'a pas la matière, ou que l'expert ne l'a pas encore traité, ou que le schéma de production est en cours, ou que... Et donc, ça permet déjà très en amont, pour ne pas perdre de temps, de se dire, OK, bah, ça serait bien que pour pouvoir écrire cette séquence, on ait tout ce qu'il faut. Et donc, ça permet de dire, OK, on a un module, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a un budget, une durée de module. On voit bien que dans ce synopsis, on peut faire les 20 minutes qu'on a tenues. Si on a pris toute la matière en brut de l'expert et qu'on commence à faire le scénario, on pouvait se retrouver à faire un module de 40 minutes au lieu de faire un module de 20 minutes. Ce qui peut arriver assez vite parce qu'on veut tout traiter. Alors que si on fait dans ce storyboard et qu'on sait que, par exemple, moi je sais qu'une séquence c'est à peu près 2 minutes et que donc je sais que globalement, pour un module de 20 minutes, j'aurai entre 8 et 12 séquences. Si je commence à avoir 18 séquences, 19 séquences, d'un seul coup, je peux dire attention. Là, on va plus être sur un module de 20 minutes, mais un module de 40 minutes. Ça va impacter bien sûr le budget, mais ça va aussi impacter, si on le fait, on peut le faire quand même, ça va impacter aussi derrière quand on va le mettre en ligne et dire voilà, 40 minutes, c'est pas ça que pour ce sujet-là, c'est long, quoi. Ou j'ai pas le temps de le faire et vous allez vous retrouver à tout le monde qui décroche au bout de 25 minutes. Donc ce synopsis permet quand même, c'est un deuxième cadrage. On affine de plus en plus. Captation, on est vraiment sur découverte du contenu, comment on va pouvoir le traiter, se mettre en accord avec l'expert et le synopsis, ça permet de
En fait, c'est un compte-rendu de cette captation de savoir pour dire, OK, on va travailler sur ça et sur de telles modalités. Et derrière, ça nous permet de faire un storyboard. C'est très intéressant parce que moi, des synopsis, je les ai changés. J'ai changé les chapitres entiers par moment. Parce qu'ils avaient passé le synopsis au juridique, à la conformité, et pof, on a changé une séquence complète. Donc c'était bien que ça soit 3 lignes à changer et pas 12 diapos, avec un peu de travail dedans. Et du coup, le storyboard, il est beaucoup moins rédigé, si je comprends bien. Le storyboard, Ah, ça va être plutôt des séquences comme une BD, en fait. Est-ce que exactement. c'est ça? Exactement, c'est ce que je vous ai présenté là, puis on regardera plus en détail après. On est vraiment dans du scénario comme les storyboards qu'on voit au cinéma, où ils ont des rectangles et à l'intérieur, ils ont dessiné les personnes. En dessous, ils disent la personne elle va bouger de droite à gauche, elle rentre par la porte, elle crie, elle dit ça. Bah, c'est exactement ça. Donc, pour pouvoir faire la réalisation, derrière, on est obligé d'avoir un storyboard qui soit précis pour que derrière, on puisse dire, l'objet arrive bien à tel moment. Si on clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Si on fait un exercice, quels sont les points qu'on relie? Tout ça va là être très précis. Par exemple, là, vous voyez, j'ai quelques exemples, mais on va regarder juste après. Et puis, il faut que j'avance. Il ne faut pas que je traîne de trop. C'est très précis parce que de toute façon, derrière, on va mettre en production. Donc, il faut qu'on ait exactement ce qu'il y a dans l'écran. Donc, bien sûr, ce storyboard-là, on va le retrouver avec les mêmes contraintes. Pour avoir un ordre d'idée, quand je fais 20 minutes d'un scénario, ce qu'on appelle standard, chez nous, c'est entre 80 et 100 diapos au final, complète comme vous voyez là. C'est-à-dire qu'une précision, si je clique là, si j'ai un pop-up, par exemple, quelque chose qui s'affiche, si je clique pour en savoir plus, j'ai une page avec le bouton sur lequel je clique. J'ai la page où je vois le pop-up tel qu'il s'affiche. Il a bien sûr un bouton croix pour fermer. Bon, tout ça est expliqué très précisément. Et quand on va écrire ce scénario, bien sûr, on va se recaler sur la cible, sur la durée, sur les objectifs, sur les contraintes informatiques pour pouvoir que le scénario soit en phase avec ce qu'on peut livrer. Donc, bien entendu, on se retrouve là avec une validation. Et là, c'est une validation un peu plus lourde parce que d'un seul coup, c'est plus 5 pages, mais on se retrouve avec 60, 100, 120, 150 diapos sur lesquels il faut lire le texte de la voix off, tous les textes qui sont écrits, les exercices, est-ce qu'ils sont complets? Est-ce que si on se trompe, on a bien la bonne réponse et ce genre de choses. Est-ce que vous avez des questions sur ce schéma de production du scénario? Non, c'est bon. Un scénario, voilà, en fait, il va y avoir des diapositives Non, qui c'est vont bon. Oui, très bien. On va avoir des diapositives qui vont se créer, qu'on va construire les unes après les autres. Et on a vu, par rapport au scénario, que ce qui est intéressant, c'est d'avoir un fil rouge. Donc, ce fil rouge doit exister. Et en fait, il est déjà porteur de sens. C'est-à-dire que quand on va écrire le synopsis ou construire le scénario, on va déjà mettre des informations, des porteurs de sens à l'intérieur de ce fil rouge. Si je travaille avec des clients et une famille de clients, je vais peut-être travailler avec des retraités parce qu'on va travailler sur de l'investissement locatif ou ce genre de choses. Si c'est plutôt des primo-accédants, on va plutôt travailler avec une famille qui est en train de se construire, avec des enfants qui a toutes ces problématiques-là. Donc en fait, déjà, on retrouve à l'intérieur de ce fil rouge des informations qui vont faire sens et qui vont être porteurs de sens pour l'ensemble du module. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais écrire la relation avec le client ou d'autres procédures, c'est quelque chose qui est porteur de sens en lui-même. Donc déjà, ça nous permet de passer une partie de l'information qu'on veut traiter à l'intérieur de ce fil rouge et de l'histoire qu'on va raconter. Suite à ça, bien sûr, quand on va écrire, on va faire des illustrations, des animations, et pour moi, ça aide à la compréhension. C'est-à-dire qu'en gros, si j'anime à l'intérieur de l'écran, moi, ce que j'appelle la scène, vous voyez le petit rectangle vert à l'intérieur, c'est ce que voit l'apprenant. À l'intérieur de cette scène, si on illustre et on anime, ça permet d'aider la compréhension, parce qu'un schéma animé est toujours plus parlant qu'un texte ou un schéma qui est fixe. Donc à partir de là, surtout s'il est associé à de la voix. Si je rajoute du texte, et en tout cas pour nous, c'est souvent du texte qui est plutôt très synthétique et ça permet la mémorisation. C'est-à-dire qu'en fait, l'explication, comme on le voit en dessous, est plutôt donnée par la voix off et le texte est plutôt synthétique et permet la mémorisation des informations clés ou importantes. Donc on a bien sûr une animation, une illustration d'animation qui va se faire avec la voix et qui permet
d'accompagner, je dirais, l'explication donc par un porteur de sens avec la compréhension de l'illustration, et les textes vont être là pour pouvoir mémoriser les concepts ou les informations clés. Bien sûr, on a la voix off ou le guide qui permet d'avoir une explication. Donc là, par exemple, sur ce module-là, j'avais un guide et on pouvait choisir entre guide femme ou guide homme. Et donc, c'est une personne qui parlait. On pourrait revenir sur l'avantage du guide par rapport à une voix off, mais ça permet de donner, surtout si c'est un acteur, de pouvoir donner un lien qu'on a un peu perdu en sortant, par exemple, de la salle. Donc, ça permet d'être un peu plus chaleureux avec une personne qui parle. Et bien entendu, on rajoute aussi dans toute cette écriture de scénario des activités, des exercices qui permettent l'ancrage et la bonne compréhension, je dirais, jusqu'au bout, en mise en situation des concepts ou des conceptions. Donc en fait, quand on va écrire le scénario, tout ça est mélangé. Et il faut donc redistribuer. C'est pour ça que la conception est un métier assez dense, parce qu'il faut avoir compris, après la captation de savoir, la matière. Il faut intégrer à l'intérieur, je dirais, les objectifs pédagogiques, la durée, parce que d'un seul coup, il va falloir concentrer, trouver, je dirais, les points importants à traiter et ceux où il va falloir retravailler avec des exercices et faire que tout ça soit fluide et donne envie de continuer. Donc ce fil rouge est très important parce que d'un seul coup, je me dis, et après, comment ça fonctionne? Donc, c'est un mix de toutes ces modalités-là à l'intérieur qui nous permet d'avancer et de faire que le module soit, je dirais, agréable à suivre, intéressant, me concernant. Et je me dis, OK, les exercices sont vraiment pertinents. Je dirais qu'un exercice peut être un quiz basique, sauf que dans ce quiz basique, on est obligé de réfléchir. On n'est pas sur le cheval blanc d'Henri IV, est-il rouge, vert ou bleu? Je suis obligé peut-être de prendre ma calculette, je suis peut-être obligé de faire une réflexion de ça, ça, ça. Et en fait, une page avec un exercice peut devenir vite intéressante par rapport à mon métier parce que je suis obligé de réfléchir à comment moi je travaille. Et derrière, on peut le débriefer. Donc en fait, l'écriture elle n'est pas forcément une écriture complexe, je dirais dans l'écriture elle-même de l'écran, mais elle peut vite être complexe sur ce qu'on veut véhiculer comme information, comme pédagogie à l'intérieur. Et c'est ça qui, pour moi, est le plus important, c'est comment je traduis et comment je mets en œuvre, je dirais, ces compétences et ces connaissances pour avancer à l'intérieur. Est-ce que vous avez des questions sur cette mise je dirais, en, en conception? Non. Non. Je continue. Un scénario, je vous présente une page de scénario rapidement, tel qu'on peut l'écrire. Et on se retrouve avec le scénario parce qu'en fait, le scénario, c'est pour moi un document contractuel. C'est-à-dire que quand il est validé, derrière, on peut passer en production et on sait exactement ce qu'on a à produire. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que autant l'expert que le commanditaire va pouvoir retrouver toutes les informations qu'il veut traiter à l'intérieur de ce scénario et qu'il soit sûr, OK, c'est bien le bon chiffre, OK, c'est bien le bon exercice, OK, il dit pas des bêtises, OK, on traite bien de tout. Parfait. Donc, je dirais que la partie haute peut correspondre, je dirais, à l'amont, ça veut dire avec toute la validation du scénario par les parties prenantes. Derrière, ce qui va nous intéresser, c'est que globalement, il va y avoir de la production avec un graphiste, peut-être une voix off, avec un intégrateur qui n'est pas forcément le même que celui qui a écrit le scénario. Donc, il faut que ça soit suffisamment clair. Donc, dans la page d'écriture, ben, bien sûr, il faut le fil d'Ariane pour savoir où on est. On a la scène et tout ce qu'il y a à l'intérieur. On a aussi, bien sûr, le texte et les images. Et nous, ce qu'on produit, c'est on rajoute des numéros d'animation, ce qui nous évite d'écrire des pages entières pour dire, eh ben, ça s'affiche à tel moment, ça s'affiche à tel moment, ça s'affiche à tel moment. On retrouve ces numéros d'animation directement sur l'écran et on voit dans la voix off à quel moment ça doit s'afficher. C'est très simple à mettre en œuvre et ça permet de gagner un temps fou. Et on voit bien même le bouton qui clignote et qui dit « Je peux continuer » se retrouve à clignoter seulement à la fin de la voix off, par exemple. Donc, on a aussi bien sûr des consignes d'intégration qu'on veut donner. Hein, si on veut dire, si on clique, on a ça qui s'affiche ou on va à telle page. Et bien sûr, on peut aussi intégrer les médias pour dire, ben, pour cette image, il me faut la photo temps, comme ça, je dirais derrière en production. Donc, on se retrouve avec la navigation, on se retrouve avec la voix off, les consignes d'intégration et les médias. Donc, en fait, dans une page de scénario, d'un seul coup, c'est très précis. On voit bien que j'ai mon personnage. Il a sûrement été référencé avant. Les types d'objets qui peuvent apparaître, les types de textes qui peuvent apparaître et la voix qui explique. Ça, ce sont des pages assez classiques. Donc voilà, est-ce que vous utilisez ce genre de format ou est-ce que vous avez d'autres formats pour
soit écrire, soit reçu de prestataires? Alors, nous, généralement, les prestataires utilisent ce type de format. Alors, avec plus ou moins de précision, c'est souvent des documents qui leur servent plus à eux pour l'intégration. Ce qui Oui, fait que généralement, mes experts métiers, quand ils doivent valider, ils ont du mal à se projeter et à comprendre comment fonctionne le document. je suis d'accord. Et je passe beaucoup de temps à leur expliquer comment ils doivent le comprendre. Et comment ils doivent le lire? Ah, exactement. Et souvent, contrairement, alors je parle d'expérience, hein, on Mmh, valide, ça c'est normalement mmh, une deuxième étape de validation avant effectivement de la médiatisation. oui, Et souvent, on fait des retours en arrière parce qu'une fois que c'est médiatisé et que là, on peut oui, vraiment voir en projection ce que oui, va donner l'animation, j'ai des experts contenus qui disent ah ouais, non, mais là, ça, fallait le dire avant. Et parce oui, qu'effectivement, le fait de le voir écrit mmh, ne donne pas la même sensation et le même rendu que de le voir projeté. tout à fait. C'est pour ça que vous voyez dans le scénario qu'on a, par exemple, dans cette page-là de scénario qu'on a fait pour un client, c'est très précis. En fait, ce qui changera, ben, on aura pas des icônes, mais des belles images, quoi, et puis le personnage, ça sera un vrai personnage et puis et là, il y a peu de choses qui vont «changer» entre guillemets. Ça sera proche, en tout cas, et on ne pourra pas dire: «Ben, je savais pas qu'il y avait, une boutique de fleurs avec devant un cercueil», quoi, parce que c'est ce qu'on va produire. Donc, c'est pour ça que on essaie de le rendre assez précis, et je dirais que même, on a tout sur la même page, on voit bien, on a la voix off et la partie consigne, je dirais plus technique, elle est en dessous et ça intéresse pas, je dirais, tout ce qui est avant le scénario, tous ceux qui valident le scénario eux-mêmes et qui ont besoin d'avoir ces informations-là précises et qui peuvent gérer, comprendre eux et même voir, OK, ben, ça s'affiche à tel moment, OK, ça s'affiche au bon moment, par exemple. Donc, voilà, dans ce modèle-là, ça permet de satisfaire tout le monde et comme d'habitude, d'éviter les boucles de reprise qui prennent, du temps et de l'argent à tout le monde et qui, si on peut éviter, ça c'est vraiment très bien. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce type, de scénario ou de page de scénario? Autre? Est-ce que vous me dites? Sinon je peux continuer puisqu'on avance. Alors les do's et les don'ts avec l'e-learning. Alors je fais un petit florilège sur toutes les étapes. Sur l'étape de cadrage, hein, qu'on a vu auparavant, ce qui est bien, c'est avoir une équipe dédiée et managée pour lancer le projet. C'est-à-dire qu'en gros, les personnes avec qui on va travailler, les parties prenantes, que ce soit les experts, les valideurs, le marketing s'il le faut, la conformité pour valider certaines choses, soient prévenues, intégrées au groupe, et bien sûr, à tout le monde, on partage le planning pour savoir à quel moment ils vont avoir des choses à faire et quel type de choses. Et bien entendu, comme on a vu techniquement, réunir le maximum d'éléments, en amont. Est-ce que j'ai bien la charte graphique pour faire le graphisme? Est-ce que j'ai bien le LMS? Est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'il y a des contraintes? Et ainsi de suite, tout ce genre de choses qui peuvent arriver. Alors, ce qu'il faut éviter, ne pas finir l'ingénierie du parcours de formation avant de lancer l'ingénierie des modules. En gros, se dire: «OK, on va faire les 3 modules, mais on n'a pas complètement fini dans quoi il va s'intégrer et qu'est-ce qu'il va y avoir autour». On est bien d'accord qu'en général, les modules e-learning, en tout cas nous, ce qu'on fait assez fréquemment, il y en a qui sont secs, hein, on travaille à unitaire, mais ils sont souvent aussi intégrés dans des parcours. Et ce qui est intéressant, c'est de travailler quand même la conception et la captation de savoir, je dirais presque en commun avec ceux qui vont faire le présentiel, par exemple, ou la classe virtuelle et je dirais le module e-learning. Ça veut dire qu'en gros, comment on redistribue les contenus entre ces 2 modalités qu'on va mettre en œuvre? À quel moment on va les mettre en œuvre? Qu'est-ce qui prépare l'un? Qu'est-ce qui prépare l'autre? Voilà. Donc ça, c'est vraiment le faire bien en avant. Si on le fait pas, c'est un peu compliqué après parce qu'on peut à nouveau faire des boucles. Ne faire intervenir des personnes ne faisant pas partie, excusez-moi du thé qui manque, du projet ou de la phase projet. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est comme je vous disais tout à l'heure par rapport aux validations, moins il y en a, mieux c'est. Parce que sinon tout le monde va donner, son mot et là, on peut vite perdre beaucoup de temps. Et puis aussi faire très attention à la perte d'informations entre ce qui a été commandé, cahier des charges et tout ça et ce qu'on met vraiment en place. Et donc, faire que le cadrage fasse vraiment le lien entre ce qui avait été prévu et ce qu'on va mettre en œuvre. Est-ce que pour les étapes de cadrage, vous aviez eu vous, des expériences, des choses qu'on pourrait partager? Hein? En étape de conception, ben, ce qu'il faut absolument, c'est rassembler les matières pédagogiques, captation de doc ressources, d'avoir, le maximum de choses, même avant la captation, c'est super important pour que le concepteur qui connaît pas forcément bien le métier ou pas du tout,
puisse approprier un maximum d'informations pour que, je dirais, les 2 heures ou 4 heures qu'on travaille avec l'expert soient, je dirais, efficaces ou efficients au choix. Bien sûr, il faut bien réaliser un synopsis avant le storyboard. Pour moi, on gagne beaucoup de temps avec ça. Et puis, et ce qu'il ne faut pas oublier dans le storyboard qui contient bien les informations de navigation, de complétion. On n'en a pas trop parlé, mais comment je navigue à l'intérieur, comment je fais pour avancer, reculer, est-ce que j'ai un menu dans le menu, comment il bloque, est-ce que je peux aller n'importe où dans le menu ou est-ce qu'il s'ouvre au fur et à mesure, est-ce que voilà, c'est tout ce genre de choses qu'il faut bien mettre en œuvre parce que derrière, il faut aussi bien le prévoir, le prévenir. Alors l'étape de conception, bien sûr, ne pas établir d'objectifs pédagogiques, là ça permet de produire tout et n'importe quoi. Ne pas doser le périmètre des contenus, laisser l'expert s'amuser. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a une expertise qui va rentrer dans le cadre de notre module qu'on produit, de notre scénario et on n'est pas là pour, faire plaisir à l'expert quelque part, même s'il faut réussir à lui faire plaisir quand même. C'est pas ce qu'il a envie lui, c'est ce qu'on a besoin de faire nous, entre guillemets, quand on est dans la conception, dans le projet. Et puis bien sûr, ce que je vous disais, faire valider le synopsis et le scénario par l'ensemble des parties prenantes, voire plus. C'est-à-dire d'un seul coup, à qui on fait valider le scénario et pourquoi. Avec l'expert, bien sûr, c'est l'ensemble du scénario, parce qu'avec on l'a travaillé. Avec, le juridique, eh ben, on va lui demander de lire la page 12 à 13, avec les chiffres seulement. Avec la conformité, ça sera d'autres pages et on leur dit que de toute façon, le choix des graphismes, le choix des animations, le choix de tout ça a déjà été fait. Donc c'est voilà, quand on commence à s'éparpiller avec, des validations qui partent de partout, ça devient vite, on refait, on refait, on refait et puis on peut, jamais sortir le module. Pour les étapes de production, c'est bien d'avoir validé les tendances graphiques avant la production, de faire le test technique, ça on l'a vu et réaliser une validation complète et centralisée. C'est ce que je disais, c'est-à-dire en gros, là aussi quand on va mettre le module à disposition, nous par exemple avec Storyline, on le met en ligne et on peut rajouter des commentaires sur le côté. Donc ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut rajouter des commentaires, même plusieurs personnes au même endroit sur la même page. Donc c'est assez intéressant. C'est pas la peine qu'il y en ait qui nous envoient un mail avec une demande sur la page 12 et puis un autre qui renvoie un PowerPoint ou un PPT qu'il a fait des copies d'écran. Là, d'un seul coup, ça devient vite compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que, ben, la validation soit centralisée sur une personne, soit le chef de projet, soit un outil, mais en tout cas que tout soit dedans et bien entendu qu'il y ait bien quelqu'un qui statue. Parce que quand on fait une validation sur le module ou sur le synopsis, il peut y avoir des demandes contradictoires par plusieurs experts ou plusieurs personnes. Donc, il y a un moment, il faut bien choisir. Ça va pas être le concepteur qui va choisir lui, il faut qu'il y ait on puisse le statuer. Bien sûr, ne pas réaliser une recette sans le storyboard, c'est-à-dire en gros, je prends le module, ah, c'est bien, mais ça, c'est pas bien. Non, quand on fait une recette de module, ben, on regarde la conformité du module par rapport au storyboard. Si on ne regarde pas le storyboard, de toute façon, on ne peut pas faire une recette. Par rapport à la production, pour une vidéo, si on fait une interview, ça serait bien de préparer ou entraîner l'expert pour qu'il parle devant l'écran. Ça, c'est des petits détails. Ne pas respecter les délais de validation qui explosent, bien entendu, le projet et les délais de projet, et puis de donner des retours vagues et non précis lors de la validation. Ça serait bien qu'on écrive ça différemment. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, mais moi j'ai eu ça et c'est un peu compliqué pour trouver la correction à faire. Donc voilà à peu près, je dirais quelques bonnes pratiques et quelques petites choses à éviter. Est-ce que vous avez des retours ou vous, des bonnes pratiques, des don'ts, des choses qui vous sont arrivées? Bah, pas plus que celles qui ont été évoquées. Enfin, moi, j'attirerais, moi, j'en ai une très forte et auquel je m'astreins maintenant, c'est de ne plus faire rentrer de personnes pour les validations aux dernières étapes. C'est-à-dire, plus on avance dans le projet et plus je réduis l'équipe pour le Oui, cadrage, parce que les premiers, j'ai voulu jouer, être gentille et je mmh, donnais des droits de regard, droits de regard, oui, des accès pour qu'on puisse, la personne de l'équipe qui n'était pas dans l'équipe de cadrage du début, enfin dans mmh, l'équipe de pilotage au début, oui, et on se retrouvait à l'étape finale avec des commentaires qui remettaient tout à plat et depuis le oui, début. Enfin bon, donc du coup, oui, ça, c'est vraiment à éviter. En tout cas, si oui. je peux donner un conseil fort d'une partie de mon expérience personnelle. On Voilà, donc ça, on est d'accord, effectivement, on a les mêmes, on a le même type c'est d'expérience. vraiment. Et Donc c'est. oui, oui. Faut que les personnes qui valident soient dès le début du projet, hein. C'est pour ça que je parlais bien d'avoir une équipe qui est dédiée, managée.
Mm. permet de dire, OK, ben, on sait qu'on va là. Et c'est pour ça qu'il y a eu toutes ces étapes. On a fait le cadrage ensemble, on sait où on va. C'est un module qui fait ça. Il n'y aura pas de personnage, il y aura des personnages. Et derrière, voilà, c'est tel contenu. Et ce contenu, on l'a tous mis d'accord dessus. Et si quelqu'un arrive, mais moi, j'aurais dit ça, j'aurais mis autre chose. Et puis, je trouve que le schéma, c'est pas le bon. J'en ai un qui est mieux. Et C'est là, on n'en ça, sort plus, quoi. Et on c'est en sort. exactement ça. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a mis en place toutes ces étapes de validation qui sont un peu contraignantes, mais qui permettent d'éviter des dérives de toutes sortes. C'est pas pour ça que on n'a pas une V1.2, V1.3, V1.4. En tout cas, nous, c'est ça. Mais j'ai pu connaître des modules avec voilà, des personnes même assez cadrées où on était à V17. Et donc là, Voilà, c'est l'horreur. tout le monde change, quoi. Ça veut dire que le concepteur n'en peut plus, il faut changer de concepteur, il faut changer de chef de projet. Mais voilà. Mais on est sur du management de projet, je dirais, plus que je dirais de la conception Mm. dans ces cas-là. Donc, alors maintenant, il est déjà 18 heures. Rapidement, la ruche, hein, c'est notre Digital Learning Factory. Dans notre production, nous avons une production de modules e-learning qui sont des learning basiques, standards et avancés. En gros, le basique, c'est, je dirais, le semi-jetable. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire, en gros, un module qui n'est pas très compliqué à mettre en œuvre et qu'on peut faire en 6-7 semaines avec un coût réduit. Learning standard, là, on commence à être d'un contenu plus interactif avec du personnage, de la voix off, des mises en situation, des exercices un peu plus complexes. Et learning avancé, là, on arrive où on peut intégrer du motion design, potentiellement aussi des tournages vidéo. Bon, voilà, on commence à rentrer dans quelque chose qui permet, entre l'écriture, qui peut être proche d'un learning game, ou dans la production graphique, qui permet de faire des modules assez avancés et assez sympas. Et bien sûr, on a aussi tous, dans le pôle média, la production, je dirais, de teasers, de motion design et autres documents pédagogiques chartés. Donc, on a dans notre offre, je dirais, un panel assez large. Et comme tout est sur mesure, bien entendu, on est obligé de faire un catalogue, mais derrière, la production se fait au besoin. Par exemple, dernièrement, on a travaillé avec Intersport et on leur a fait des vidéos pédagogiques où on a repris les thèmes de C'est pas sorcier pour pouvoir expliquer les différents tissus et comment on peut expliquer aux clients comment on lave, quels sont les tissus. Et on a travaillé aussi sur le morphostyle et la morphologie Logique. en travaillant, voilà, je sais plus exactement le terme, avec par exemple, on avait détourné la reine du shopping. Donc on a voilà une capacité à faire des offres assez élargies sur, je dirais, des productions de supports de formation digitaux, en ligne ou demi en ligne. Hein, et puis maintenant, est-ce que vous avez des questions en général autres que ce que je viens de vous présenter? Ouais, moi, j'ai une question, mais qui va un peu plus loin, c'est autour du design pour aider au choix entre les photos, les dessins, le monde virtuel ou la reproduction de lieux réels. Est-ce que ça a une conséquence sur le prix, le délai, l'apprentissage dans cette phase-là de conception? Alors, dans la conception, ça n'impacte pas. Comme vous avez pu voir, on a une icône de personnage. Donc, ce personnage, il peut être illustré, il peut être par une photo ou il peut être en vidéo. Donc, Mmh. par exemple, si on crée, je dirais, des mises en situation avec le client et le vendeur qui discutent entre eux, ben, le scénario, il sera quand même avec les deux personnages, avec le décor expliqué et des bulles qui vont apparaître au fur et à mesure. Donc, soit dans la production, on peut tout simplement faire deux personnages fixes avec des bulles de texte qui s'affichent, avec une temporisation, hein, ce qui se fait assez couramment, et là, le coût est assez réduit. On peut d'un seul coup aller sur exactement le même scénario, aller sur du personnage animé. Donc, d'un seul coup, on va animer les personnages et d'un seul coup, on va aussi mettre des voix sur ces personnages, donc deux voix. On peut aller encore au-dessus avec un coût encore supplémentaire. On peut reprendre cette même scène et la filmer dans une agence ou dans une boutique. Et d'un seul coup, ben, on se retrouve avec exactement le même scénario où là, d'un seul coup, ce sont des vrais acteurs qui parlent entre eux. Et puis, Mmh. si vous voulez, vous pouvez aller encore plus loin. On peut vous faire tout en 3D. On redessine, je dirais, la boutique en 3D et on fait des personnages qui sont en 3D qu'on peut réutiliser à l'infini.
Mais là, c'est pas le même délai ni le même coût. C'est pas le même délai ni le coût. Si vous avez des images fixes, on vous a proposé des graphismes lors de la DA de personnages. Les décors aussi, on vous a fait une proposition de DA et derrière, on a les personnages qui se positionnent sur les décors, on les fabrique, mais là, c'est facile à produire. Si d'un seul coup, on veut faire du tournage vidéo, on se retrouve à planifier un tournage vidéo, à trouver les bonnes personnes, à trouver soit avec des vrais acteurs, mais aussi trouver, je dirais, la boutique ou l'agence qui correspond, qui va bien, qui soit disponible à ce moment-là. Donc tout ça engendre des complexités de production qui sont maîtrisées, hein, mais qui allongent un peu bien sûr cette production et qui aussi augmentent le coût. Par rapport, alors je vais revenir, j'en profite, je grignote quelques minutes. Entre le choix entre faire une vidéo en situation avec des acteurs ou avec des collaborateurs et des personnages, je dirais, dessinés, il y a des avantages dans l'un et dans l'autre. Dans le personnage dessiné, on va être sur de l'idéalisation d'une boutique ou de personnage. C'est-à-dire qu'en gros, on peut facilement fabriquer une boutique idéalisée sans que la boutique soit complètement reconnaissable, mais en sachant qu'elle est quand même de chez nous, de notre maison. Et les personnages, on peut décider de l'âge qu'ils ont. Voilà, on le met de cheveux un peu gris. De l'habiller, il est habillé en jean, mais c'est pas. Voilà. Et donc, on est dans l'idéalisation. Par contre, dans l'inconvénient, c'est que si on fait une relation commerciale, par exemple, ça sera des personnages animés. Et on n'aura pas cette relation entre personnes avec tout ce qu'on peut faire à l'oral, tout ce qu'on peut faire dans la gestuelle, avec tout ce genre de choses. D'un seul coup, si on le fait en vidéo, d'un seul coup, c'est plus intéressant parce que là, on a une vraie relation, même dans la voix, comment on la porte, comment on se présente, comment on bouge, comment on sourit, comment tout ça. Donc là, d'un seul coup, on a tout ça qu'on peut retravailler même dans l'écriture du scénario. C'est-à-dire qu'on peut expliquer, comme on fait des discali dans le théâtre, dire à tel moment je suis en colère, je suis pas en colère, ou ce genre de choses. Et donc là, c'est super intéressant parce que d'un seul coup, on est beaucoup plus en phase avec ce qu'on peut faire dans les boulots de tous les jours parce qu'on rencontre les gens et on les voit. Par contre, en contrainte forte, c'est tout ce qui peut être pollution. J'ai pu travailler par exemple au long de Bruxelles. Si le restaurant il est pas nickel et qu'il n'y a pas quelque chose qui dépasse, ça va. Si ils sont habillés comme c'est propre, s'ils n'ont pas la ceinture qui fait ou la chemise qui dépasse du pantalon ou ce genre de choses, ça va. Mais tout ce genre de petits détails peuvent tout de suite pourrir le module. Même dans voilà, même dans la conception. Je reprends l'exemple où j'ai le directeur général de Londres Bruxelles qui avait hurlé en voyant le module, c'est que tout simplement, on avait travaillé sur le briefing du matin avec le nombre de serveurs et chacun leur disait, ben voilà, toi tu vends du café, toi tu vends ceci, cela, et on va faire 120 couverts aujourd'hui. Et là, tout le monde, on a tout fait attention, il y avait tout le monde qui était là pour le faire, et le directeur général, quand il voit les vidéos, il hurle, il dit, mais pour faire 120 couverts, vous avez 7 serveurs, il en faut 5. Donc à partir de là, ça c'est facile à transformer, je dirais, quand on est dans du dessin. C'est plus compliqué à refaire quand on est en vidéo, même si tout le reste était impeccable. Mais j'avais aussi pile de serviettes derrière qui étaient trop hautes. J'ai eu plein de petites choses qui en vidéo empêchent de voir ce qu'on leur présente pédagogiquement parce qu'on est attiré par autre chose qui ne va pas. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients dans chaque. Mais après, c'est aussi une question de budget, c'est une question de choix. C'est une question de ce qu'on a vu. Est-ce que le module est stratégique? Est-ce qu'il l'est moins? Est-ce qu'on va le jeter au bout de quelques temps? Tout ça impacte. Mais par rapport au scénario, on peut avoir la même scénette écrite avec des productions totalement différentes. C'est l'intérêt aussi d'écrire des scénarios assez précis, comme on peut le faire là, vous avez vu. D'autres questions? Parce qu'il est déjà 18h09, c'est pas que si vous voulez, on peut encore passer 2 heures, je suis là, hein. Si vous voulez. Dites-moi. Est-ce que d'autres questions, Non, c'est bon, merci beaucoup. Est-ce que ce que je vous ai présenté vous convient? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Déjà, ça m'intéresse un peu. Oui, non? Oui, oui, c'est clair. En tout cas, moi, ça me confirme dans les méthodologies qu'on utilise actuellement. Donc, Oui, voilà, très bien. c'est une vraie. Bon, c'est bien, c'est intéressant de valider, c'est rassurant, on va dire. C'est rassurant. Oui. Mais je vous dirais, parce qu'on parlait de la production derrière, hein, et on la trouve importante, et elle l'est, hein, la production, la réalisation du module, hein, à travers ça. Mais je veux reprendre aussi, voilà, quelque chose que j'ai vécu moi avec mon fils il y a une dizaine d'années, ou une quinzaine d'années, maintenant il est grand, où on a été voir un film de Disney, 220 millions de dollars à l'époque, un truc avec science-fiction mélangé avec du fantastique, des bêtes, des machins et tout ça. Au bout de 20 minutes, il avait moins de 10 ans, on s'est regardé, on s'est dit, c'est quoi ce film? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Et on s'est dit, peut-être qu'on va rester jusqu'à la fin pour se marrer,
mais on était prêt à partir. Et c'est en ça, et par moments, j'ai vu d'autres films où il y avait très peu de moyens, mais on est tellement happé par le scénario, et ben, qu'on va jusqu'au bout malgré une réalisation plutôt bancale. Parce que d'un seul coup, et ben, ils ont réussi à nous attraper. Et c'est vraiment ce qu'il faut. Oui, c'est peut-être un retour. Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Ça veut dire qu'en gros, il faut vraiment travailler le scénario pour qu'il soit au plus proche des besoins des cibles, même si elles peuvent être variées, de trouver des moments où ça les intéresse, où ils peuvent construire des choses, fabriquer des choses. Voilà, c'est trouver une dynamique à l'intérieur du scénario qui d'un seul coup les emmène jusqu'au bout du scénario. Et je dirais que peu importe si c'est joli, si c'est bien fait, c'est d'autant mieux parce que ça aide à rentrer dans le module. Mais c'est pas ça qui fera qu'ils iront jusqu'au bout du module, même s'il est léché, super beau, même si voilà, on a mis des trucs qui scintillent de partout. Mais si ce qu'on raconte ne les intéresse pas, de toute façon, c'est fini. Le module, il a beau être beau, il a beau être cher, il a beau être tout, ça fonctionnera pas. D'où Donc, voilà, le d'où, concept, justement le webinaire et la spécificité et l'accent que tu as pu mettre sur le storyboard et les différentes étapes à ne pas manquer. exactement. Tout ça. C'est vrai que c'est très un e-learning réussi, c'est quoi? On pourrait partir dans des débats, hein, comme tu disais, plein de sentiments, c'est très beau, mais et c'est pour ça qu'on a voulu axer aussi sur le scénario et le storyboard, qui sont des étapes essentielles pour en faire un beau et impactant, et bien évidemment après l'adapter hein, en fonction de la culture d'entreprise, des besoins. Donc voilà, je vois l'heure tourner, Oui, Sylvain. oui, Tu je m'en sais. veux pas. Ah non, En tout cas, merci parce que, enfin, même moi là, je découvre encore de nouvelles choses. Je serais peut-être prête un jour qui ah, sait, tu veux conceptrice rentrer à la ou, ruche? ou pas. Merci beaucoup, merci à tous de votre présence et n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, Sylvain Oui, sera ravi de pouvoir échanger avec vous. tout à fait. Voilà, et puis on reviendra également hein, avec les webinaires qu'on organise mensuellement. Le prochain qui sera à la rentrée et qui est sur des sujets un peu plus managériaux, soft skills, sur les emoticons et les compétences, renforcer les compétences relationnelles. Donc, n'hésitez pas à regarder vos mails puisque vous allez recevoir incessamment sous peu une nouvelle newsletter avec toutes les infos sur le management et nos différentes méthodes. Voilà, voilà, merci beaucoup. Merci de votre Merci beaucoup à écoute. vous. Merci à vous. Merci. Belle fin de journée Merci, vous aussi. et à Merci. bientôt. À À bientôt. bientôt. À bientôt. Merci Au bien. revoir. Au Au revoir. revoir.